Donc, je rappelle à ceux d'entre vous qui n'étaient pas parmi nous lors des deux précédentes réunions de notre réseau, quelques mots d'origine sur ce projet. Donc, c'est lors de la réunion des rencontres annuelles des bibliothèques d'art de mars 2018 qu'était venue l'idée par nos collègues de l'Institut allemand d'histoire de l'art et de la Fondation Custodia, si mon souvenir est bon, de réfléchir à la création d'un portail des bibliothèques d'art en France, s'inspirant du site Urbis, qui regroupe les bibliothèques d'art de la ville de Rome. Alors, non pas de la ville collectivité territoriale, mais disons des instituts spécialisés en histoire de l'art localisés à Rome. Urbis, c'est un modèle en fait qui permet d'apporter un service supplémentaire aux chercheurs en histoire de l'art lors de leurs travaux à Rome, en mutualisant sous une interface, un moteur de recherche fédéré, un outil de découverte, appelons-le comme on veut, de permettre une recherche unique dans les catalogues des différentes institutions qui sont listées à l'écran et que vous voyez donc apparaître ci-dessous. Avant alors concrètement, hein, c'est un outil de découverte qui se base sur la norme ISO 2709 hein, et qui permet donc de moissonner en OIPMH les catalogues de ces institutions. C'est pas du tout un outil de catalogage commun. Hein. C'est pas du tout ça l'idée. Avant disons, nous jeter tête baissée dans ce type de projet, nous sommes, avec certains d'entre vous, hein, posé un certain nombre de questions sur est-ce que ce type d'outil est suffisant pour nos besoins, pour donner de la visibilité à nos différentes institutions, hein, dont toutes ne sont pas présentes dans le SUDOC, ou est-ce que nous avions besoin donc de réfléchir à un autre périmètre et nous demander en fait quels services nous aurions à mutualiser entre nos bibliothèques, donc qui sont de tutelles très très différentes. Hein. Certains d'entre nous travaillent pour des établissements relevant de l'enseignement supérieur, d'autres pour des collectivités territoriales, d'autres pour des bibliothèques sous tutelle du ministère de la Culture, dans des musées ou des écoles d'art. D'autres sont encore des institutions privées. Hein, donc, ce qui nous unit est une discipline. La question de savoir quels sont les types de services que nous pourrions mutualiser nous semblait donc être une question première. Et dans la même logique, en fait, la question de savoir sur un outil d'interrogation des catalogues communs, quelle était la pertinence de l'aire géographique que nous pourrions cibler, de savoir s'il y avait de notre côté, mais surtout du vôtre, hein, parce que la vision d'un réseau de bibliothèques d'art n'a pas vocation à être une vision qui descend de l'INHA vers les établissements partenaires. Hein, si il était pertinent de construire ce type d'outil pour l'Île-de-France, pour Paris, ou au contraire, s'il y avait un intérêt des uns et des autres pour construire un outil d'interrogation de catalogue à l'échelle nationale. Et bien sûr, lorsque on dit échelle nationale, on rentre sur le terrain de nos tutelles respectives, et donc nous avons aussi pris le temps de notre côté d'en parler avec nos deux tutelles, donc le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et le ministère de la Culture, pour savoir un petit peu enfin, si ce type d'initiative, qui a forcément à un moment donné un coût, leur semblait trouver sa place dans le paysage des outils et des portails déjà disponibles. Alors, disons que pour cela, on s'est basé sur une méthodologie de travail et un questionnaire dont Anne va maintenant vous présenter la structure et les résultats donc, de cette enquête que nous avons menée il y a quelques mois déjà
et qui devait vous être présentée toute fraîchement terminée au mois de mars. Donc Anne, je te laisse continuer. Là, pour le partage d'écran, il faudrait que tu arrêtes ton partage d'écran. Il faudrait que j'arrête mon partage d'écran. J'arrête mon partage d'écran. Qu'est-ce qu'il me met? 2 secondes. Désolée. Il ne ressort pas. Non, je suis désolée, Jérôme. Je vais partager l'écran et je tournerai voilà, les diapos comme ça. en fil de ton intervention. Ok, on en est donc normalement ici. Voilà. Alors moi, je vais vous présenter le résultat du sondage. On va commencer par la diapo suivante. Voilà, on a élaboré un questionnaire avec un groupe de travail qui a été relu par le ministère donc, de la Culture, du service du livre et de la lecture. Ce questionnaire a été envoyé au réseau des bibliothèques d'art qui compte 215 abonnés pour 105 établissements. Donc, on a envoyé le sondage du 16 décembre 2019 au 15 janvier 2020 pendant un peu plus d'un mois. Oui. Alors, ce questionnaire était structuré en 3 parties. La première partie concernait les informations administratives, nom d'établissement, statut, tutelle. La deuxième partie, les informations techniques, le SIGB utilisé, volumétrie de notice, comptabilité du moissonnage OAI-PMH. Et la troisième partie, c'était sur les informations sur le contenu d'un futur portail, donc sur les attentes du contenu. Alors, les premiers résultats, au 15 janvier, 40 établissements avaient répondu au sondage pour la création de ce portail. Mais entre-temps, nous avons eu le réseau des bibliothèques des musées nationaux, le RBMN, qui comprend 25 bibliothèques spécialisées, et le réseau BEAR, des bibliothèques des écoles d'art en réseau, qui en comprend 56, qui ont émis le souhait de rejoindre le projet. Donc, on serait à 107 bibliothèques qui correspondent à 92 établissements. Je vais vous présenter le résultat du sondage qui est sur les 40 réponses, mais c'est une bonne base de travail pour la suite du projet. Alors, je vais commencer par les résultats informations administratives. Alors là, c'est la liste des 40 établissements qui ont participé au sondage. Je les ai mis par région. Comme le diaporama sera mis sur le site de l'INHA, sur la page dédiée de la rencontre, vous pourrez regarder les bibliothèques qui ont participé au sondage. Dans la diapositive suivante, ce qui est intéressant, c'était le nombre de réponses par région. Donc, c'est assez équilibré entre l'Île-de-France et les autres régions. On est à peu près sur du 55-45, Île-de-France 22 et le reste 18. Alors, la répartition par type d'établissement. Donc, en majorité, c'est comme des bibliothèques de musées, on est à 52% qui ont répondu, suivi des bibliothèques des écoles d'art et d'architecture. Les écoles, 10% c'est des fondations, 13 des bibliothèques spécialisées et en bibliothèque universitaire, 5%. Maintenant, on va passer sur les réponses techniques. Les informations techniques, alors un des premiers critères qu'on a demandé dans nos questionnements, c'était de savoir si il y avait le protocole OAI-PMH pour le moissonnage des données. Donc OAI-PMH, c'est Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting. C'est un protocole informatique développé par Open Archives Initiative pour échanger les métadonnées. Ils sont très utilisés, notamment dans les bibliothèques. Alors, le résultat pour savoir le nombre d'établissements ayant un SIGB avec une option OAI-PMH. Alors, on a eu, donc, sur les 40 réponses, 27 qui ont répondu à cette question. Et oui, qu'on dit oui, il y avait bien une possibilité, une option OAI-PMH. 10 qui ont dit non. Et sur les 17, seuls 7 avaient actuellement donc l'option qui était déployée. Donc, je vous ai mis la liste des établissements qui avaient l'option déployée. Alors, on a posé aussi la question pour les bibliothèques numériques locales.
Donc là, on a eu plus de réponses sur les 40 établissements qui ont répondu au sondage. Donc 38 ont répondu à cette question. 23 ont bien une bibliothèque numérique locale. Et sur ces 23 ayant une bibliothèque numérique, 7 avaient l'option OAI-PMH et je vous ai mis en vert la liste de ces établissements. Alors, la dernière partie, c'était sur les informations sur le contenu du futur portail. On l'a divisé en 6 grandes catégories. Présentation des établissements, la rubrique intranet professionnel, la présence de tutoriels, ressources en ligne, service de questions-réponses et présentation d'expositions virtuelles. Alors, sur la présentation des établissements, donc, tout le monde a répondu et était d'accord. Alors, je vais vous lire les remarques et suggestions que l'on a eues. Donc, présentation des différents réseaux qui composent donc notre grand réseau, que ce soit RBMN, le réseau des bibliothèques des musées nationaux, BER, pour les bibliothèques d'écoles d'art en réseau. Présentation des fonds de musées pour les bibliothèques de musées. Information pratique avec localisation, géolocalisation des fonds les plus proches, aide à la recherche avec un service de questions-réponses, mais on le verra dans la question suivante, enfin dans quelques questions après. Indexation des bibliothèques par permalien pour faciliter le référencement et réflexion pour un sous-portail thématique et transversal. Alors, pour la rubrique intranet professionnel, pareil, beaucoup de réponses, 37, 32 étaient d'accord. Donc, dans les propositions et suggestions, un forum pour discuter entre professionnels et échanger sur les différents thèmes, accès professionnel destiné uniquement aux bibliothécaires pour des tutoriels spécifiques, des références, accès à des articles sans droit ou signalement de notices erronées. Pour la présence de tutoriels, donc pareil, les 40 ont répondu, 32 ont dit oui. Dans les suggestions, donc pour faciliter la recherche, pour la réservation d'ouvrages et pour structurer des bibliographies. Pour les ressources en ligne, 39 réponses, 37 de oui. Et dans les suggestions, accentuer la recherche transverse sur une thématique, faire des recherches bibliographiques simples qui renvoient vers d'autres supports ou bases de données et accéder aux bases de données en ligne, c'est marqué via le SCD. Enfin, le service des questions-réponses, on a eu 35 réponses, dont 25 oui, c'était peut-être la question qui était un peu la plus clivante. Dans les remarques et suggestions, modalités à préciser, question de l'organisation et des moyens, s'il y avait un service de questions-réponses, si les effectifs le permettent, et de proposer un type FAQ, enfin foire aux questions. Enfin, pour la présentation d'expositions virtuelles, on a eu 36 réponses, 27 oui. Après, dans les suggestions, c'était question de l'organisation, la bonne façon de valoriser les fonds et prévoir la possibilité d'y insérer des bibliographies spécifiques. Alors, on avait laissé une question ouverte pour laisser voilà, les personnes sondées pouvoir nous donner d'autres suggestions. Donc, parmi celles-ci, favoriser le multilinguisme, proposer l'anglais dans les menus, proposer des modules de recherche avec des rebonds systématiques vers d'autres catalogues pour les chercheurs internationaux, valoriser les mémoires et les recherches, ça c'est revenu, et valoriser les fonds d'archives. Jérôme, Oui, je vais reprendre la parole sur la dernière partie de cette présentation, donc, qui sont la manière dont on voit les différentes étapes pour arriver à la mise en ligne de ce portail. Donc, le raisonnement, on le tient, disons, par rapport aux projets d'informatique documentaire qui sont en cours à la bibliothèque de l'INHA. Et comme on ne peut pas tout faire en même temps de notre côté, la logique qui nous semble la plus efficace serait de commencer donc par la mise en ligne du portail lui-même, qui serait pour nous un projet pour 2021. Donc, pour en fait réaliser les différents blocs de contenu qui sont ressortis de l'enquête et que Anne vient de vous présenter,
l'outil sur lequel nous pensons qu'il faut nous appuyer, c'est un CMS multi-utilisateur, donc aussi simple d'usage que possible et qui soit bien sûr conçu et adapté pour les besoins des bibliothèques. Donc, l'outil que notre service de l'informatique documentaire a identifié comme un outil possible et un outil probable serait en fait le CMS multi-utilisateur LibGuides, donc, qui est commercialisé par la société SpringShare, pardon, qui présente notamment par rapport à d'autres CMS utilisateurs la particularité d'avoir un outil de questions-réponses qu'on pourrait à terme et un jour mutualiser pour donc apporter des réponses à distance sur des questions d'ordre bibliographique ou sur des questions spécialisées en documentation en histoire de l'art. On a donc, nous, construit un budget 2021 sur la base d'un devis d'estimation fourni par la société SpringShare, un devis qui est stable jusqu'à la fin de l'année 2021, enfin qui est valable jusqu'à la fin de l'année 2021. Et donc, pour nous, le plus simple serait donc, encore une fois, commencer par travailler la question du portail avant de travailler celle de l'outil de découverte des catalogues. Donc, pour pouvoir, en fait, d'une part, avoir fédéré déjà vos forces de travail autour d'un outil et avoir un portail qui permette d'héberger le moteur d'une certaine manière. Alors, pour ça, on aurait besoin de mettre en place des groupes de travail avec vous, avec certains d'entre vous, donc dès le début de l'année 2021, pour préparer des contenus, réfléchir avec vous donc, sur un ensemble de questions donc, de validation de ces contenus, puisque l'ensemble de nos institutions devront les reconnaître comme les leurs, définir des protocoles de production qui seront comme quand on alimente un site web à plusieurs, des protocoles de production qui seront pérennes dans la durée. Il s'agit bien sûr de concevoir un portail qui reste vivant et pour lequel la livraison de contenu, qui sera la livraison initiale, ne suffira pas. Donc, il faudra qu'on mette en place des outils de travail collectifs. Donc, pour ça, vous serez contacté par donc, Anne Cardinal, que vous connaissez bien, et par Ludivine Schott, donc, qui est au service de l'informatique documentaire à l'INHA, que certains d'entre vous connaissent certainement aussi assez bien, donc, qui proposera à certains d'entre vous, qui fera une forme d'appel à candidature, en fait, pour vous répartir sur des groupes de travail thématiques, voilà, de manière à la fois à préparer des contenus initiaux et à travailler les protocoles de production. Alors, sur la partie outils de découverte, notre intention initiale, et vous allez comprendre pourquoi, en fait, ce n'est pas déjà en place, je sais que certains d'entre vous sont très impatients, notre intention initiale était d'utiliser la même technologie d'outils de découverte que celle qui nous équipe actuellement à l'INHA. Donc, sur le portail bibliothèque.inha.fr, pour ceux qui l'utilisent, vous avez observé qu'on peut soit interroger une recherche donc dans l'outil natif de notre logiciel documentaire, soit interroger un outil qui s'appelle Recherche Plus, et qui est en fait l'habillage public de l'outil de découverte de la société Ex Libris. Donc, l'outil de découverte lui-même s'appelle Somon. Donc, on moissonne en fait des contenus qui pour l'instant sont à la fois les contenus de nos propres catalogues, de notre bibliothèque numérique et les contenus d'un certain nombre de bases de données commerciales, bibliographiques ou autres, qui sont donc moissonnables en OAI PMH. Donc, l'intention était en fait d'ouvrir, notre intention initiale était d'ouvrir une autre instance propre au réseau des bibliothèques d'art pour moissonner non plus notre catalogue plus le contenu de bases de données auxquelles l'INHA est abonné, mais notre catalogue plus celui des bibliothèques partenaires, donc en tout cas des bibliothèques qui ont déclaré d'une part leur intérêt pour cet outil et qui ont déclaré être équipées d'un SIGB doté d'une option OAI PMH. Alors,
on n'a évidemment pas rien fait, hein. On a instruit cette solution technique. De nouveau, notre service de l'informatique documentaire, hein, Shot et Dominique Philippe, que j'en profite pour remercier. Et en fait, il apparaît que le coût d'utilisation de Summon peut se révéler assez onéreux pour une utilisation en réseau. Enfin, pour le type d'utilisation qu'on vise en tout cas, hein, avec un type de tarification donc, qui est basé à la fois sur un droit d'entrée et sur une maintenance annuelle pour chaque catalogue entrant. Donc un abonnement annuel en plus du droit d'entrée. Sur le nombre de partenaires intéressés, en fait, on arriverait donc très très vite à des sommes relativement importantes, sans même en fait avoir besoin dès le départ de réfléchir au montage juridique. Donc, est-ce que on prendrait, nous, l'abonnement à la charge intégrale de l'INHA? Est-ce qu'on ferait un portail avec un ticket d'entrée, donc une convention, en fait, avec chacun d'entre vous, en vous refacturant des droits d'utilisation, donc à la fois ticket d'entrée et maintenance annuelle. Donc, avant même d'arriver à ce type de réflexion, en fait, on se rend compte que le coût de fonctionnement d'un outil de découverte basé sur la technologie d'Exlibris Summon serait assez élevé et qu'on peut donc certainement voilà, trouver des solutions moins onéreuses. Donc, l'idée pour nous, alors que nous sommes cette année engagés donc, dans un projet de réinformatisation, donc dans le cadre du groupement de commandes SGBM, hein, système de gestion de bibliothèques mutualisées, autour donc d'un nouveau SIGB qui est Alma, qui se trouvait donc également commercialisé par la société Exlibris. L'idée pour nous, c'est donc de terminer ce projet dans les mois qui viennent. Donc, on devrait avoir à l'INHA un nouveau SIGB déployé en production fin février, début mars 2021. Et ensuite, nos équipes auront donc de nouveau un peu plus de temps pour instruire de nouveaux projets d'informatique documentaire et consacreront ce temps, et donc une partie de l'année 2021, à la recherche, à l'analyse du coût de fonctionnement, au chiffrage d'un outil de découverte en open source. Donc, pour info, le portail Urbis qu'on présentait en début de PowerPoint tourne sur la solution open source qui s'appelle Viewfind. Donc, on va regarder celle-ci et d'autres et essayer en fait d'avoir un chiffrage inférieur à ce qu'on pourrait imaginer avec Exlibris. Donc, pour pouvoir vous proposer voilà, à la fin de l'année prochaine, enfin en tout cas pour nous en budgétisation 2022, vous proposez une solution donc d'outils de découverte sur la base d'un outil open source. C'est la dernière diapo de notre présentation. Voilà, il nous semblait important de vous présenter les résultats de cette enquête auxquels vous avez bien voulu répondre. Il y a déjà pas mal de mois. Voilà, vous comprenez bien sûr pourquoi il y a un délai entre le moment où on a lancé le questionnaire et le moment où on peut vous en rendre compte. Et voilà, on espère que la présentation vous éclaire en fait sur les imbrications de calendrier entre ce projet et les autres projets d'informatique documentaire en cours à l'INHA. Je ne sais pas s'il y a des questions, puisque je regardais mon écran pour vous regarder de face. Je vais donc tourner la tête pour regarder le chat YouTube. Non, pas encore, Jérôme. Pas encore de questions? Non. Est-ce que tu voulais... C'est sans doute qu'on a été extraordinairement clair, contrairement à nos intervenants de ce matin, qui, eux, ont suscité beaucoup de questions. Non? Non. Bon, bah, écoutez, voilà, hein, c'était plus un point d'information, donc... dans les quelques semaines qui viennent ou au tout début de l'année 2021, voilà, vous verrez passer sur la liste certainement un appel à candidature aux bonnes volontés hein, pour s'associer à des groupes de travail et commencer à travailler sur les contenus. Alors, Jérôme, il y a une question qui sera notre futur portail. Une question. Une question qui vient d'arriver. Est-ce que vous pensez élargir à moyen terme ce réseau à d'autres bibliothèques d'art en dehors de la France?
Pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai pas de réponse toute prête en fait à cette question. Disons que l'Institut national d'histoire de l'art, comme son nom l'indique, a une mission nationale, a été créé pour servir de creuset, enfin de maison commune, hein, entre les différentes composantes de la recherche en histoire de l'art en France et bien sûr leurs outils documentaires. Donc je dirais que c'est pas la finalité première de ce portail de devenir un portail international, mais pourquoi pas? Enfin, vous avez vu on s'est posé la question des langues euh, de publication sur ce portail. Pourquoi pas? Ce sera certainement pas la première étape, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, disons que quand on aura identifié un outil de moissonnage au IPMH et qu'on aura une idée un peu précise de ses coûts de lancement et de fonctionnement, on verra en fait si on peut imaginer de proposer plusieurs instances différentes en fait pour pouvoir moissonner par exemple d'un côté des catalogues parisiens, enfin, ce qui correspondrait par exemple à une fonctionnalité utile pour un chercheur qui vient de l'étranger à Paris une semaine, 2 semaines, 3 semaines et qui a besoin en fait d'élargir sa recherche au-delà de la bibliothèque dans laquelle il vient consulter des fonds spécialisés. On peut imaginer qu'il y ait soit différentes facettes hein, au sein de ce même outil de découverte, soit différentes instances. Et là, pourquoi pas un moissonnage international. Voilà, il y a d'autres outils, il y a d'autres outils hein, internationaux qui existent déjà autour de CLC, enfin, dont certains d'entre vous sont déjà membres. Donc, c'est peut-être pas sur la partie catalogue que le besoin d'élargir au-delà des frontières de la France se fera sentir le plus, mais pourquoi pas? Alors sinon, c'était nos... Je regarde. Alors ils nous disent, il y a déjà le Art Discovery Group catalogue au niveau international. Nous dit Cécile Dutheil du MAD. Voilà, c'est ça. Donc le Art Discovery Group, hein, c'est le portail thématique auquel je faisais référence, hein, donc qui est porté par l'infrastructure d'OCLC hein, et donc dans laquelle certains d'entre nous versent des données bibliographiques. Donc nous, très concrètement, ça se traduit à l'INHA par une convention qu'on passe avec la BES et nos données bibliographiques sont exportées dans le Art Discovery Group catalogue voilà, régulièrement. Mais on n'est pas les seuls hein, autour de cette table de conférences virtuelles à être membre de cet outil. Donc voilà, l'idée c'est qu'on crée pas en fait un portail qui vienne doublonner des choses qui existent déjà. Hein. Il y a d'autres initiatives voilà, auxquelles on doit rester attentif ensemble. Hein. On peut mentionner leur existence d'ailleurs. Hein. Le groupement d'intérêt scientifique, donc le GIS Colex Percé, actuellement donc, travaille sur un projet de cartographie nationale des collections spécialisées. Donc, bien au-delà hein, de la seule discipline de l'histoire de l'art ou de l'archéologie, le GIS Colex Percé devrait donc sur sur la base du CCFR, en fait, publier prochainement un outil d'identification, de cartographie, de gisements documentaires d'excellence. Donc, voilà, nous, on va aussi regarder ça et je dirais que si ces initiatives-là répondent à un certain nombre de besoins, on fera attention que notre portail ne porte pas enfin, dans les mêmes directions. Quoi. Euh, voilà, je ne sais pas, Christophe Thomé, qui est notre référent Colex Percé, peut-être ajouter sur ce point quelques éléments d'information. Je sais que Christophe, tu es allé à une réunion, il faut que tu allumes ton micro, mon cher Christophe, sinon... Christophe, ton micro est coupé.
Oui, effectivement, ce projet de cartographie est à l'œuvre et les réunions préalables sont actuellement en train de se dérouler, avec notamment la réalisation de fiches types pour la description des fonds, voilà, qui offrent des données standards, un canevas en quelque sorte qui puisse être appliqué d'un établissement à l'autre. Pardon. En tout cas, c'est à l'œuvre, effectivement, le projet est lancé. Voilà, l'autre, enfin, le sujet me fait penser à notre répertoire des bibliothèques d'art, hein, donc, qui est en ligne, hein, sur le portail inha.fr, donc qui recense des bibliothèques, enfin les bibliothèques spécialisées en France. C'est l'occasion de vous dire aussi donc, enfin, que c'est tout à fait le type de contenu qui ont vocation à être déplacés, à être récupérés en fait, hein, du portail de l'INHA vers un portail collaboratif en fait, hein, puisque vous avez certainement vu qu'on a profité du confinement du printemps pour mettre un petit coup de propre aux données de ce répertoire. Donc, on a pris contact avec certains d'entre vous, on a revisité, pendant qu'on était fermé au public, l'ensemble des sites web des bibliothèques signalées dans ce répertoire. Voilà, c'est par exemple un outil qu'on aimerait pouvoir faire glisser sur le portail des bibliothèques d'art, en fait, et vous donner la main à terme sur la publication des contenus descriptifs de vos fonds. Mais on fera attention de ne pas aller trop loin dans la description des fonds si le GIS Collex percé, enfin, pour les bibliothèques labellisées en tout cas, répond suffisamment aux besoins. Donc l'équilibre pour l'INHA, il est toujours d'essayer de fédérer des établissements qui ont des statuts très très différents. Donc certains sont déjà très bien intégrés dans des outils nationaux de l'enseignement supérieur ou les outils de la lecture publique, hein, fédérés par la BNF, d'autres beaucoup moins. Donc voilà, dans la réflexion qu'on devra mener ensemble sur les contenus de ce portail, il y a bien sûr l'enjeu de trouver le bon niveau en fait d'information à publier pour ne pas faire doublon avec ce qui existe déjà. Et puis, si ce portail permet de renvoyer vers des ressources externes, bien sûr, existantes, il ne faudra pas qu'on se prive de pages de boîtes à outils pour signaler l'ensemble des outils disponibles à l'échelle nationale ou internationale. Pas d'autres questions? OK. Bon, bah, écoutez, je vous propose qu'on passe à la suite de notre programme, puisque le temps passe vite. On a tendance à être tous très, très bavards. Et donc, d'ouvrir le chapitre donc des politiques documentaires plus directement appliquées au domaine de l'histoire de l'art, de l'archéologie ou du patrimoine, l'histoire de l'art au sens large, en passant la parole à Stéphanie Rivoire, qui nous présente donc Stéphanie Rivoire, qui est, comme vous le savez, directrice de la bibliothèque et des ressources documentaires du Musée des Arts Décoratifs, donc, notre amie et voisine, et qui nous présente donc une intervention qui s'intitule « Le changement dans la continuité », quelques réflexions au sujet de la refonte de la charte documentaire de la bibliothèque du Musée des Arts Décoratifs. Stéphanie. Bonjour, je vous remercie de m'avoir convié à participer à cet après-midi. Je vais vous présenter quelques réflexions, pas une charte documentaire, malgré le temps qui a passé depuis le mois de mars où nous aurions dû nous retrouver, mais toujours quelques pistes qui ont un peu avancé quand même. Du fait de tout ce qui s'est passé cette année, qui nous a conduit aussi à prioriser un petit peu autrement notre travail de ces derniers mois. Je suis arrivée à la bibliothèque du Musée des Arts Décoratifs à l'été 2019. Et une des premières choses qui m'a été dite, c'est qu'il fallait revoir la charte documentaire, la mettre à jour, que beaucoup de choses avaient changé, etc. Mais on me disait aussi que finalement les bases étaient là, que bon, oui, certains collègues se sentaient très concernés par une refonte et d'autres beaucoup moins.
Et donc, comme ça a été indiqué ce matin, il a s'agi de commencer à dresser des bilans, à regarder un petit peu les collections et à se relever les manches pour avancer sur cet outil. J'en parle comme d'un outil et pas comme d'un aboutissement. Je dois dire que depuis les documents les plus aboutis que j'ai pu retrouver, qui datent en gros de 2011-2012, le contexte de la bibliothèque et des ressources documentaires au sein du musée ont beaucoup évolué, puisque il y a quelques années, la bibliothèque et le centre de documentation ont fusionné. Cette direction de la bibliothèque et des ressources documentaires a été intégrée au musée des arts décoratifs, alors que jusqu'à présent et depuis sa création, elle fonctionnait en parallèle au musée. Ça n'est pas qu'anecdotique, puisque, je vais y revenir, ça suppose aussi d'intégrer la politique scientifique et culturelle du musée pour cette bibliothèque. Cette fusion, elle avait évidemment donné lieu à des chantiers collectifs pour organiser l'accueil des publics, pour commencer à fusionner certaines collections et pour mener ce chantier qui a abouti à l'ouverture d'un espace de deux espaces de libre accès. Mais quand on a commencé nos réunions sur quels étaient les axes principaux d'acquisition, etc., on sentait qu'il y avait un besoin d'échanges et de construction partagée qui n'avaient finalement pas pu être menés jusque-là. Parallèlement, et mon arrivée a été aussi liée à cette volonté du musée, avait déjà émergé l'idée que l'entrée et la gestion de fonds d'archives privées au sein du musée nécessitait une méthodologie, des normes ad hoc. Or, on le verra tout à l'heure, de nombreux fonds ont été arrivés au musée dans des contextes selon des modalités extrêmement variées et étaient souvent peu traités, on va dire, utilisés pour des recherches documentaires, mais peu traités pour être mis à disposition des publics de chercheurs. Donc voilà un peu le paysage que j'ai trouvé à mon arrivée, et finalement, je vais partager, alors il faut que je partage mon écran. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Et finalement, moi, ça m'a amené à me plonger beaucoup dans l'historique de l'institution. Alors, je vous rassure, je ne vais pas vous faire une historique de la bibliothèque et du musée des arts décoratifs, mais de bien, pour nous, se positionner dans un contexte où l'Union centrale des arts décoratifs, quand elle se crée autour d'un musée, d'une bibliothèque, d'une salle de conférence avec un programme de cours, une volonté de formation qui est vraiment au cœur des échanges que nous avons aujourd'hui dans le cadre de la discussion que nous menons pour l'élaboration du nouveau projet éthique et culturel du musée. Aujourd'hui, les arts décoratifs, c'est toujours le musée des arts décoratifs, c'est le musée Nissim de Kermando, c'est la bibliothèque, mais c'est aussi une école, l'école Kermando. Et ça a une importance dans l'évolution de notre approche de notre politique documentaire et des services que nous sommes amenés, que nous pouvons être amenés à rendre à différents types de publics. Alors, je n'ai pas résisté à vous mettre quelques images de cette ancienne bibliothèque, à l'heure d'installer de Vosges, où on voit déjà, et ça va nourrir aussi nos réflexions, que les ouvrages évidemment sont présents, mais vous voyez tout de suite qu'on est bien ici au cœur du projet de l'Union centrale des arts décoratifs qui crée un lieu qui se veut un lieu où on retrouve des formes, des motifs, des matériaux
un ensemble d'éléments, des moulages que vous avez ici, des albums regroupant de l'iconographie, de manière à permettre, non pas à l'époque aux chercheurs, mais aux créateurs, aux artisans, aux compagnons, aux modistes, etc., de trouver des modèles. C'est ça le cœur de la création de cette bibliothèque. Et cela va évidemment avoir un rôle essentiel dans la création des collections, puisque les collections vont s'enrichir d'images, je l'ai dit, mais aussi d'échantillons, de tissus, de papier peint, de projets de dentelle, broderie, etc. Et s'intéresser aux matériaux, puisqu'en parallèle, vont commencer à se monter des expositions consacrées à ces matériaux, le bois, le papier, le tissu, le verre, etc. Et donc, on ne trouve pas à la bibliothèque que des imprimés ou même que des archives, mais aussi ces modèles que vous voyez par exemple ici sur cette photographie. Dans l'esprit de ceux qui créent, qui font vivre la bibliothèque, l'image a une place centrale et vous connaissez tous ces fameux albums. Là, nous ne sommes plus place des Vosges, mais déjà de Drioli, dans le pavillon de Marsan. La bibliothèque n'a pas beaucoup changé. Cette photo n'est pas très belle, mais voilà, en voici une qui est plus récente. On retrouve la salle de lecture tapissée de ces fameux albums Massier, alimentés de longues années par Jules Massier, mais qui ont été nourris avant lui et après lui, puisque pour certains, ils ont été complétés jusqu'au milieu des années 1990. Ces recueils permettent donc de visualiser ces motifs, ces formes, ces modèles dont je parlais tout à l'heure. En parallèle, sont regroupés des ouvrages qui touchent à la peinture, à la sculpture, aux arts graphiques, à l'architecture, à la céramique, à la mode, etc. Tout sujet que nous retrouvons dans les albums Massier. Donc, je vous mets ici ce plan de classement thématique des albums Massier et tous les sujets qui s'y trouvent. On y retrouve les thématiques qui irriguent les collections d'ouvrages, d'imprimés de la bibliothèque, de manière plus ou moins forte. Ça fait partie des sujets intéressants pour réfléchir à une évolution à venir. Et enrichi, vous avez à certains endroits des petites écritures manuscrites, puisque des séries ont été ajoutées pour compléter avec des thèmes qui, au moment de l'impression de ce plan de classement, n'étaient pas présents ou trop peu pour mériter leur série et qui, petit à petit, ont pris de l'ampleur. Ces ouvrages qui arrivent parallèlement de manière assez naturelle, je vais rebondir tout à l'heure sur Monsieur Jourdain face aux nombreux dons qui lui arrivent. Vous en avez ici une répartition thématique extraite de notre SIGB, alors, voilà, avec un certain nombre de points forts, alors les catalogues de musées et de collections, l'architecture qui reste extrêmement importante chez nous, l'histoire de l'art qui est un terme un peu large pour pas mal d'ouvrages, les arts décoratifs eux-mêmes, mais qui sont en fait souvent auxquels il faut ajouter des sous-catégories qui apparaissent ici. La peinture extrêmement fortement présente, et puis à l'autre bout du graphique, la mode et le costume. Et enfin, un peu plus loin, la publicité qui a pris une place extrêmement importante avec la création d'un aujourd'hui département, anciennement musée, puisque l'Union des arts décoratifs a, à certaines époques, créé plusieurs musées consacrés à la mode, comme dans beaucoup de bibliothèques de ce type, et je pense que les collègues de la bibliothèque d'art vont retrouver un peu les mêmes typologies,
Les monographies, les catalogues d'exposition et de collection, les catalogues de vente sont extrêmement présents. Voilà, vous avez ici les monographies, 35% des collections cataloguées, 18% des catalogues d'exposition et de collection, et 26% des catalogues de vente. Collection pas entièrement redondante avec les collections conservées à l'INHA, mais en partie redondante avec les collections conservées à l'INHA. Donc ça fait aussi partie de nos points d'interrogation pour notre prochaine charte documentaire. Vous voyez apparaître à certains endroits des 0%, puisque nous avons très peu de documents multimédia ou de ressources électroniques. Le virage du numérique a eu du mal à arriver jusqu'à la bibliothèque, principalement pour des questions de moyens, hein, pas pour des questions de rejet, je rassure tout le monde. Ce qui est très intéressant, c'est de demander que les blogs ont basculé de la bibliothèque vers le musée au fil du temps, et ce de manière extrêmement conséquente. On voit au milieu des années 60 et ensuite des transferts successifs des fameuses collections d'échantillons de tissus, des collections de papier peint, vers les collections du musée, avec une inscription à l'inventaire qui change donc la nature de ces éléments et leur statut au sein de l'institution. Ce qui aurait pu constituer un accélérateur de développement et de traitement de ces collections, mais qui n'a pas fait l'objet d'une politique très coordonnée entre musée et bibliothèque. Et aujourd'hui, certains de mes collègues reconstituent patiemment l'historique de ces pièces, de ces œuvres, qui sont passées par la bibliothèque et qui ont rejoint les collections du musée. L'ensemble de ces collections sont principalement arrivées par don. La bibliothèque, comme le musée d'ailleurs, sont destinataires de très nombreux dons encore aujourd'hui, et c'est leur principal moyen de compléter les collections. Ce qui pose un certain nombre de questions. Hein. On n'a pas toujours forcément tout ce qu'on veut, mais ça ne veut pas dire que nous prenons tous les dons, on refuse un certain nombre de choses régulièrement, parce que c'est trop éloigné de nos sujets, et voilà, on s'en explique tout à fait. On a une collègue qui gère ça très bien et qui s'en explique parfaitement avec les donateurs. La bibliothèque vit aussi principalement de mécénat pour acheter en acquisition onéreuse un certain nombre d'éléments. Alors pour cet état très rapide, cette petite balade historique très rapide, pour dire que finalement, malgré des relations et ces transferts de collections qui n'ont pas aidé à avoir des relations apaisées entre le musée et la bibliothèque, les collections sont très complémentaires. Une de mes prédécesseurs, Geneviève Bonté, pouvait écrire que le cabinet des dessins conserve de nombreux projets traduits en estampes classés dans la collection Massier, ou que le musée des arts de la mode contient 1000 objets dont les planches du monument du costume de Moreau le Jeune ou le journal des dames permettent la datation, etc. Donc une très grande complémentarité finalement entre les domaines couverts par le musée et ceux couverts par la bibliothèque, alors même que les politiques, ce qui y arrivait ne se faisait pas de manière forcément très concertée. Mais que ce sont souvent les mêmes mécènes, les mêmes collectionneurs, les mêmes donateurs qui donnent à la bibliothèque et qui donnent au musée, et donc ça explique aussi sa grande cohérence et ces corpus type les collections japonaises qui sont autant présentes dans les collections d'objets que dans les collections de la bibliothèque, qui permettent effectivement de valoriser ces objets et ces documents de manière très harmonieuse et très coordonnée dans des expositions et publications organisées par les arts décoratifs.
Alors, ce petit graphique, juste pour montrer que aujourd'hui, les axes de travail principaux du musée, c'est la mode, les arts décoratifs, le design, vous les voyez apparaître de manière extrêmement massive. Évidemment, sont présents et les choses ne sont pas tout à fait identiques entre les acquisitions courantes et l'antiquariat. Vous avez ici l'évolution sur ces 3 dernières années de la répartition des acquisitions en antiquariat. Alors, c'est souvent des opportunités. Les collections de la bibliothèque sont extrêmement riches et donc nous achetons peu parce que nous cherchons à compléter, à avoir des corpus le plus cohérents possible. On a une collection qui est déjà quasi encyclopédique. Projet initial, découvrir un petit peu tous les types d'objets qui peuvent être produits. On essaye de l'éparpillement et de creuser un petit peu notre sillon et nos axes forts. Et donc en antiquariat, on va acheter rarement parce qu'on veut acheter des pièces vraiment essentielles et qui complètent nos collections de manière, on va dire, marquante. Alors, je n'ai pas résisté à l'idée de vous mettre quelques images puisqu'on est en bibliothèque d'art et que de temps en temps, ça fait du bien aussi de voir autre chose que des graphiques, donc des acquisitions récentes en mode. Ici, la décoration picturale du XXe siècle ou en design ici avec cette exposition majeure 55 au Japon de Charlotte Perriand. Un des chantiers qui a permis aussi de bien voir quels étaient les axes de nos collections, et là je parle des collections regroupées avec le centre de documentation, c'est le chantier qui a mené l'équipe sous la direction de Chantal Lachard pour organiser des espaces de libre accès, et vous avez ici les thématiques qui ressortent de ce libre accès et qui finalement se recoupent largement avec les collections des albums Massier dont je viens de vous parler, de manière un peu simplifiée. On a vu tout à l'heure qu'il y avait des divisions, des sous-divisions et des regroupements de divisions parfois nécessaires pour mener l'analyse sur les corpus existants. Là, pour le coup, ça a été fait pour le libre accès, mais ça nous permet de conforter que les collections imprimées du centre de documentation regroupées avec celles de la bibliothèque, ça avait une cohérence certaine. Alors, il reste évidemment du travail de ce point de vue, puisque les politiques d'acquisition avaient commencé à être approchées, notamment pour les collections périodiques, mais ce travail se poursuit encore. Et puis, beaucoup de choses ne sont pas traitées. On a fait une partie des bibliothèques qui ont des fonds en attente de traitement, mais parfois de manière assez ancienne. Et donc, nous poursuivons alors, quand on peut travailler sur site, évidemment, en ce moment c'est un peu compliqué, nous poursuivons le traitement de ces collections pour augmenter notre offre documentaire, simplifiée, puisque pour les collections qui ne sont pas identifiées, évidemment, on est toujours... c'est toujours plus compliqué, les chercheurs ne repèrent pas ces sources, il faut vraiment, pour le coup, que nous puissions avancer là-dessus. Donc c'est une des priorités de traitement des années à venir. L'offre documentaire s'est accrue avec la fusion de la bibliothèque et du centre de documentation de nombreux dossiers documentaires. C'est un sujet qui a été évoqué ce matin. Environ actuellement 5000 dossiers alimentés par des collègues documentalistes. Des dossiers dédiés aux créateurs, aux marques, aux maisons, dont le travail est suivi par le musée. Certains de ces dossiers sont clos de fait, ne sont plus alimentés. D'autres sont très vivants, très conséquents, très alimentés et très consultés. Et
Et donc, ils font l'objet d'un signalement dans le catalogue, mais pas complet. Et donc, ça aussi, c'est un travail, un axe de travail important. Étant entendu que beaucoup de ces dossiers papier se doublent de dossiers numériques qui ont été constitués de manière un peu empirique parce que les outils n'étaient pas toujours là. Et que nous sommes en train de structurer, d'organiser avec l'objectif de pouvoir les mettre à disposition. Alors après, selon les types de documents associés, évidemment, pas forcément en ligne, mais en tout cas de pouvoir les donner à consulter à ceux qui viennent chez nous. En lien avec ces dossiers, nous poursuivons, je le dis parce que dans certains lieux, ça se fait moins, les déploiements d'articles de manière assez active. On a aujourd'hui à peu près 52 000 notices et il y en a très régulièrement qui sont effectués. Là aussi, on s'interroge sur la façon de mettre en avant ces articles, pas seulement dans le catalogue, mais aussi dans le cadre de nos dossiers numériques. Donc évidemment, j'ai parlé de numérique, c'est normal. On a, non pas du retard, mais en fait une certaine difficulté à appréhender la structuration d'informations au format numérique, actuellement encore à la documentation. Alors, pour des raisons de moyens humains, parce que trop peu de documentalistes aujourd'hui pour pouvoir tout faire, mais aussi parce que nous avons longtemps pâti de systèmes informatiques anciens, on va dire, au sein des arts décoratifs. Il y a beaucoup de choses qui se sont débloquées cette année. Je dirais que pour le coup, la crise sanitaire nous aura rendu au moins ce service-là. Alors, je voudrais en venir à la question des archives, puisque c'est un des sujets dont j'ai été saisie même mon arrivée, en fait, pour dire que des archives au sein du monde des arts décoratifs, il y en a énormément, mais que, comme c'est parfois le cas dans les musées, la situation de ces fonds est très éclatée, avec des fonds conservés par la bibliothèque, des fonds conservés par le musée et inscrits à l'inventaire des œuvres, des fonds conservés par la documentation du musée, des fonds conservés par certains services de la conservation, non inscrits à l'inventaire, mais avec un statut un peu hybride. Donc, vous voyez tout de suite que le programme État des fonds, programme de classement et formation, professionnalisation à l'archivistique est forcément un axe essentiel des années qui s'ouvrent à nous, avec une volonté d'harmoniser les pratiques. Alors le recensement avait été largement engagé déjà, mais après le recensement, il faut descendre un petit peu plus loin, retrouver l'origine, la provenance de tous ces fonds, etc. Et donc c'est un des chantiers sur lesquels nous allons passer pas mal de temps là aussi dans les années qui viennent, avec la chance d'avoir étendu sur les besoins, et aujourd'hui nous comptons 2 archivistes, alors que précédemment il n'y avait qu'une archiviste qui se partageait entre les archives de l'institution et les archives privées conservées au sein des arts décoratifs, et qu'évidemment peu de choses ont pu être faites du fait même du manque de bras. Alors, je peux, juste pour vous donner une idée, on a déjà identifié 169 fonds. Je dis déjà parce que je pense qu'il y en aura d'autres. Des fonds d'affichistes et publicitaires, d'architectes, de designers, d'ensembliers, d'ornementistes, de couturiers, de stylistes, de bijoutiers, de plasticiens, de céramistes, de photographes,
de revues, de salons, de sociétés, type société des artistes décorateurs, etc. Fonds qui souvent étaient utilisés au moment de l'arrivée d'œuvres pour documenter les œuvres, qui ont parfois été en partie démembrés pour alimenter des dossiers documentaires. C'est une pratique qui est heureusement stoppée désormais. Mais vous voyez un paysage qui est quand même extrêmement confus et qui va nécessiter une structuration assez forte et une normalisation de la méthode, des process de description, de classement, etc. Avec souvent des fonds qui ne sont pas dans des états formidables. Donc, dans le dernier chantier que nous avons mené, c'était avant le deuxième confinement. Vous avez ici des vues du fonds Hénin, une maison qui s'appelle donc Hénin et compagnie, et qui est une maison d'orfèvrerie. Vous avez des registres, des dessins, des photographies, tout type d'archives qui peuvent être imaginées dans un fonds et dans des états pas toujours formidables. Dans un musée où l'objet est au cœur des collections du musée et il y a un cabinet des dessins, par exemple, se pose la question du statut de partie de ces fonds. Et là aussi, ça fait partie des sujets qui vont nourrir la réflexion sur notre charte documentaire. Charte documentaire qui, certes, dans la méthode, va s'appuyer beaucoup sur des outils comme ceux qui nous ont été présentés ce matin, mais qui, dans le résultat, va plutôt prendre la forme d'un document intégré, en fait, au projet scientifique et culturel, hein, puisque, comprenez de ce que je vous dis là sur les archives, l'imbrication entre les collections de la bibliothèque et les collections du musée a été extrêmement forte, d'une part des transferts de collections, mais aussi par ces fonds d'archives multiformes. Voilà, ça c'est vraiment un des sujets qu'il nous faut traiter. Alors si j'avais intitulé cette présentation très rapide le changement dans la continuité, c'est qu'en gros, ce type de documents sont ceux qui peuvent arriver tout à fait normalement, qui arrivent depuis très longtemps au musée des arts décoratifs, mais que finalement, le changement, c'est une approche un peu différente en termes de méthode et des questions partagées en fait entre les professionnels bibliothécaires, documentalistes, archivistes d'un côté et les professionnels du musée sur le statut de ces éléments et les modalités de traitement les plus adaptées qui puissent être mises en œuvre. Voilà, je m'arrête ici, je ne sais pas s'il y a des questions. Non, je n'ai pas encore de questions. Merci Stéphanie pour cette intervention. J'attends peut-être un peu si une question arrive. Non, sinon je vais te repasser la main peut-être, Jérôme. Si on n'a pas de questions. Oui, on pourra. Merci beaucoup Stéphanie, merci Yann. On pourra, les questions vont peut-être venir au fil des présentations relevant des différentes bibliothèques d'art et d'histoire de l'art. Merci beaucoup Stéphanie pour cette présentation, qui encante vraiment en écho avec tout un tas de questions qu'on a pu se poser et qu'on se pose à l'INHA sur l'histoire des collections et où, effectivement les outils de la politique documentaire et du développement des collections telles qu'on les apprend dans les écoles de sciences de l'information et des bibliothèques ou telles qu'on les pratique en lecture publique se formulent un petit peu différentes dès lors qu'on touche à des collections patrimoniales et certainement plus encore lorsque ces collections sont imbriquées dans l'histoire de la constitution de la collection d'un musée. Alors peut-être pour faire venir les questions sur le sujet plus général de cet après-midi, on va passer la parole à Christophe Thomé. Donc Christophe Thomé est le chef du service du développement des collections au sein du département de la bibliothèque et de la documentation de l'INHA. Il a repris en fait le flambeau de la rédaction de la charte documentaire des collections courantes de notre établissement à la suite d'un travail qui avait été enclenché avec Christine Ferret
que j'ai vu dans la liste des inscrits et qui nous écoutent peut-être en ligne et que j'en profite pour saluer. Christine, tu reverras sans doute dans la présentation de Christophe un certain nombre de jalons que tu avais posés et que Christophe a achevé avec brio. Vous verrez dans le document, je peux peut-être le partager rapidement d'ailleurs en vous parlant, le document donc, qui est accessible sur notre site web, qui est la charte documentaire des collections courantes, des collections courantes et patrimoniales de l'INHA, pardon. Vous verrez que c'est un document qui est structuré en 3 parties. Une partie qui concerne donc chez nous les collections courantes, une partie qui correspond à ce qu'on appelle chez nous aux collections patrimoniales et une partie donc d'annexe qui reprend un certain nombre d'éléments statistiques essentiellement. Que vous dire de plus? Peut-être que Christophe, dans un premier temps, va nous dire plus et plus tard dans l'après-midi, c'est Caroline Fieschi donc, qui prendra la suite pour nous présenter la partie collection patrimoniale de cette charte. Christophe, à toi la parole. Merci Jérôme, bonjour à tous. Comme l'a précisé Jérôme, le mérite de la rédaction de cette charte revient principalement à Christine Ferret qui occupait le poste auparavant. Et je l'en remercie. Il en revient aussi à mes collègues du service développement des collections. Je remercie pour leur contribution et surtout pour l'application qu'ils en font au quotidien. Je me propose de passer au partage d'écran pour entrer dans le vif du sujet. Donc, en fait, je me propose de vous présenter sous une forme synthétique un document extrêmement détaillé qui est accessible sur le site de l'INHA, sur la bibliothèque de l'INHA en catalogue, comme le précisait Jérôme. Voilà, je vais essayer de vous en livrer la substantifique moelle et je vous invite à revenir vers moi ensuite si des questions vous viennent à l'esprit, questions auxquelles j'essaierai de répondre du mieux que je pourrai. Je passe au partage d'écran. Voilà, donc en bref préambule, le rappel des missions de la bibliothèque du l'INHA. Il s'agit d'une bibliothèque de recherche et de conservation destinée à développer des collections d'excellence, destinées à la communauté scientifique nationale dans les domaines de l'histoire de l'art, de l'archéologie et du patrimoine, en complémentarité avec les autres établissements couvrant les mêmes domaines disciplinaires. Je me suis permis de mettre un peu en exergue cette définition dans la mesure où on y retrouve tous les mots-clés qui jalonneront ensuite ma présentation. Alors, une charte documentaire des collections courantes, c'est un peu la mise en application des approches plus théoriques qui vous ont été données ce matin. En l'occurrence, donc pour le département de la bibliothèque et de la documentation de l'INHA, cette charte documentaire des collections courantes a pour objet de formaliser la politique documentaire du département de la bibliothèque et de la documentation au sein de l'INHA, en l'articulant au projet scientifique de l'établissement, dont est également partie prenante le département des études et de la recherche. Et j'aurai l'occasion de revenir sur cet aspect codépartementalité de l'INHA, qui profite également aux 2 départements qui constituent l'Institut. La charte documentaire a également pour but de mettre en adéquation les choix d'acquisition documentaire avec la recherche en histoire de l'art, ces orientations observables dans les années récentes, ainsi que celles qu'on peut anticiper dans le cadre de grandes tendances mondiales. La recherche en iconographie et sémiotique des images, aux études sur le marché de l'art, de la recherche de provenance, à l'histoire de l'art mondialisé, en passant par la recherche sur la matérialité des objets. Alors, la bibliothèque, le bref aspect historique, puisque cet aspect historique peut faire partie et doit faire partie de la présentation d'une politique documentaire, d'une charte documentaire. Donc, en fait, il convient de retenir que la bibliothèque de l'INHA est à la confluence de 3 collections. Tout d'abord, donc, son noyau central, la bibliothèque d'art et d'archéologie. Elle est à l'origine une bibliothèque particulière, la bibliothèque particulière du couturier Jacques Doucet, avec pour champ l'art de tous les pays, de tous les temps et de tous les pays. Ces collections ont été transférées à l'Université de Paris en 1918 et continuent de s'accroître. Elles constituent depuis 2003 le noyau des collections de l'INHA. J'aurai l'occasion de revenir donc sur la bibliothèque d'art et d'archéologie devenue INHA en 2003, un peu plus tard, pour vous expliquer un peu quelles sont les grandes évolutions qu'ont connues les collections. Autre fonds important constituant actuellement la bibliothèque centrale des musées nationaux,
créée à la fin du XVIIIe siècle comme une bibliothèque de conservation du Muséum central des arts, futur musée du Louvre. Ces collections concernent principalement l'archéologie et l'histoire de l'art, depuis l'Antiquité classique et orientale jusqu'au XIXe siècle. Lors du projet de préfiguration de l'INHA dans les années 1990, avait été décidé donc la fusion de la bibliothèque d'art et d'archéologie et de la bibliothèque centrale des musées nationaux. Cette fusion a été réalisée le 1er janvier 2016 et les collections ont achevé d'être transférées donc, rue de Richelieu en mars 2017. L'intégralité du transfert concernait donc 300 000 volumes et 2000 titres de périodiques vivants et morts. Enfin, troisième massif important des collections de l'INHA, les archives de la critique d'art. Si les documents des collections de l'ancienne BAA et de la Bibliothèque centrale des musées nationaux peuvent être consultés sur le site Richelieu, en revanche, celles des archives de la critique d'art sont situées à Rennes. Et je me propose de développer peut-être un petit peu plus cet aspect des collections, dans la mesure où ce n'est peut-être pas forcément le plus connu. Voilà, les archives de la critique d'art ont été créées en association en 1989, à l'instigation de critiques d'art, journalistes, commissaires d'exposition, conservateurs, qui souhaitaient voir rassembler et préserver donc en un même lieu leurs archives, leurs bibliothèques et également leurs écrits. Alors actuellement, les archives de la critique d'art sont constituées d'un fonds d'environ 480, d'un fonds d'archives d'environ 480 références, 480 fonds à ce jour, et d'une bibliothèque accompagnant ce fonds de 25 000 volumes. Bibliothèque donc sur la critique d'art et plus largement sur l'art contemporain. Bibliothèque orientée sur la recherche actuelle en histoire de l'art contemporain. Sont représentés donc les écrits de critique d'art. Il peut s'agir de publications, de tirés à part, de brochures. Sont représentés également donc des revues spécialisées, des catalogues d'expositions sur ce domaine, ainsi qu'un fonds de mémoire et de travaux universitaires émanant de l'Université de Rennes 2, qui fait partie du comité gestionnaire des archives de la critique d'art. Cette association s'est dissoute en 2014, et donc, par dévolution, ces collections ont échu à l'INHA et sont actuellement gérées donc, par un groupement d'intérêt scientifique qui rassemble l'INHA, l'Université de Rennes 2, ainsi que l'Association internationale des critiques d'art. Voilà, il me paraissait important de développer peut-être davantage cet aspect-là de ce volet de nos collections, qui n'est peut-être pas le plus connu. En ce qui concerne la bibliothèque d'art et d'archéologie de la bibliothèque du l'INHA, elle passe donc à l'Université de Paris en 1918 et connaît ensuite un accroissement régulier. D'abord, il convient de mentionner donc l'importance de la contribution de la Société des Amis de la bibliothèque d'art et d'archéologie, également d'universitaires, de spécialistes. Elle bénéficie à partir de 1926 du dépôt légal, imprimeur d'abord jusqu'en 1997, puis éditeur de 1997 à 2014. C'est une source d'accroissement tout à fait importante qui lui permet d'avoir des collections donc, pour le domaine français relativement exhaustives, en tout cas jusqu'aux années 60. Il est à noter qu'à partir des années 60, les éditeurs commencent à faire imprimer à l'étranger des ouvrages notamment richement illustrés pour des raisons de coût, si bien qu'à partir des années 60, on déplore dans nos collections certaines lacunes qu'il est maintenant difficile de combler. La bibliothèque d'art et d'archéologie se développe aussi sur budget propre, avec des budgets donc, dont les volumes peuvent varier d'une époque à l'autre. Et puis, plus tard, donc, elle bénéficie des financements spécifiques qu'elle reçoit en tant que centre d'acquisition et de diffusion de l'information scientifique et technique, CADIST, au titre de l'art et de l'archéologie. Elle bénéficie donc de ces budgets spécifiques qui lui permettent de développer des collections de niveau recherche universitaire de 80 à 2015. Il est à noter que la bibliothèque du l'INHA maintenant bénéficie également de budgets spécifiques pour le développement de ses collections d'excellence, au titre donc du groupement d'intérêt scientifique Collex Percé que Jérôme a évoqué tout à l'heure. Deux mots peut-être sur Collex Percé, groupement d'intérêt scientifique qui rassemble donc 21 établissements de recherche, dont l'INHA qui est à titre de bibliothèque associée, 4 opérateurs nationaux, Percé pour la numérisation, le CTLES pour la conservation, l'ABES pour la description, pour les données bibliographiques, ainsi que le CNRS-INIS pour les fouilles documentaires.
et une centaine d'établissements donc, qui sont rattachés au titre de leur collection labellisée collection d'excellence. S'ajoute aussi, fait partie aussi de ce groupement, la BNF bien sûr. Plus ponctuellement, donc, à ces achats réguliers, qu'ils soient sur budget propre ou sur budget spécifique au titre des collections d'excellence à développer, plus ponctuellement, donc, des campagnes d'acquisition courante et rétrospective ont été liées aux mutations de l'établissement. Alors, tout d'abord, dans le contexte de préfiguration et de création de l'INHA, au tournant des années 2000, il est à noter qu'à cette époque-là, donc, les acquisitions passent à 12 000 par an, alors qu'auparavant, on en comptait 3 000 entre de la Seconde Guerre mondiale à 1970 et 7 000 de 70 à 2000. C'est l'occasion de renforcer nombre de domaines réputés qui n'avaient pas été suffisamment développés jusque-là, de manière rétrospective en langue française, aussi et surtout en langue étrangère. Grosse campagne aussi de rattrapage en quelque sorte, et c'est là dans la perspective de la création du libre accès, donc de l'ouverture de la salle à Brouste en 2016. Il s'agissait effectivement de constituer une collection à la volumétrie importante, 150 000 volumes, et d'assurer au sein de cette collection donc, la représentation des différents aspects de l'histoire de l'art et des différentes aires géoculturelles. De là donc également des campagnes de rattrapage importantes en langue étrangère notamment. Politique documentaire en constante évolution. Dans les années 80, donc, on s'attache à rattraper des domaines qui étaient jugés qui n'étaient pas suffisamment présents dans les collections. Il s'agit notamment du cinéma et de la photographie. On peut représenter au niveau national l'architecture des 19e et 20e siècles, les arts décoratifs. Se pose aussi à l'époque la question de l'interdisciplinarité et on en vient à développer donc un fonds philosophie, notamment dans les apports de la philosophie à l'étude des arts visuels, mais pas uniquement. Donc les années 80 constituaient effectivement une première ouverture sur des sujets qui juste là étaient peu ou mal représentés au sein de nos collections. À partir des années 2000, et notamment donc de la création de l'INHA, eh bien la couverture territoriale s'élargit à de nouvelles aires géographiques, Europe du Nord, Russie, Grèce et Turquie, des aires géographiques qui jusque-là étaient peu couvertes, peu ou mal couvertes, et qui, lorsqu'elles l'étaient, donc, l'étaient uniquement à travers la production francophone, et éventuellement, donc, ce qui concernait les catalogues de musées et l'art contemporain. À noter aussi que la politique documentaire de l'INHA, jusque-là, étant prise en quelque sorte avec l'évolution des champs d'intérêt de l'histoire de l'art, et à partir des années 2000, entre également donc, dans les objets de recherche, dans les champs d'acquisition de l'INHA, donc la mode et la bande dessinée. Alors, il ne s'agit pas d'acheter des revues de mode ou des bandes dessinées, mais d'acquérir en revanche les ouvrages critiques concernant la mode, la bande dessinée, les approches universitaires, donc les ouvrages qui structurent en quelque sorte les connaissances qu'on peut avoir de ces domaines. Développement aussi d'axes documentaires en adéquation avec les axes de développement de l'INHA. Donc, en pendant de cette ouverture sur l'Europe du Nord, la Russie, la Grèce et la Turquie, l'ouverture a été plus grande encore et faisait écho notamment à l'apparition d'un programme de recherche qui s'intitulait Art et architecture dans la mondialisation. Et le début des années 2000 donc, a consisté également pour les acquisitions à l'intégration des arts de l'Afrique, de l'Amérique latine, ainsi que des manifestations récurrentes de type biennal. Cette évolution est renforcée depuis 2016 et on voit donc la traduction dans la politique documentaire des enjeux d'une histoire de l'art et du patrimoine transnational et non occidental, une histoire de l'art en prise avec la société contemporaine. Cette articulation donc est renforcée et vise à ce que la politique documentaire colle à l'évolution actuelle de la recherche scientifique en histoire de l'art. Si on pouvait en donner une illustration, entre 2016 et 2017, les budgets consacrés donc aux acquisitions pour les ex-pays, pour les pays de l'ex-URSS, pour les pays d'Amérique latine, d'Afrique et d'Asie, ont pratiquement augmenté de 50%, un peu plus. J'évoquais donc l'existence de la bibliothèque au sein de l'INHA et sa proximité avec le département des études et de la recherche qui constitue l'autre entité
de l'INHA. Le département des études de la recherche est structuré de son côté donc, selon des axes d'études chronologiques, des axes d'études thématiques. Axes d'études chronologiques avec de chevauchement en antique archéologie, art du IVe siècle au XVe siècle, art du XIVe siècle au XIXe, art du XVIIIe au XXIe, et les axes d'études thématiques, histoire et théorie de l'art et du patrimoine, histoire des collections, histoire des institutions artistiques et culturelles, économie de l'art, histoire de l'art mondialisé, et on retrouve donc l'axe de développement que j'évoquais dans ma rubrique précédente, ainsi que l'histoire des disciplines et des techniques artistiques. Cette proximité s'articule autour de réunions régulières entre le département de la documentation, de la bibliothèque et de la documentation et du département des études de la recherche. Les échanges sont constants. La bibliothèque reçoit et accueille les chargés d'études et de recherche nouvellement arrivés au département des études et de la recherche. Il leur propose donc des stages au sein de ces locaux, des stages qui ont pour objet de travailler sur les collections, de faire des états des lieux des collections telles qu'elles apparaissent actuellement, de permettre de combler certaines lacunes et de définir des axes de prospection pour le développement des dites collections. Cette proximité étroite, articulée, organisée, débouche donc sur la mise en œuvre de projets de valorisation scientifique et de recherche en lien avec les collections de la bibliothèque, ce que j'évoquais tout à l'heure, et de constitution et de complément au développement de fonds en lien avec les programmes de recherche du développement des études et de la recherche. La structuration du département des études de la recherche telle que se présente actuellement propose un balayage fin de la discipline, ce qui permet de mettre en lumière d'éventuelles lacunes dans nos collections et de procéder ensuite à leur complément. Se pose aussi la question de l'exhaustivité et de la complémentarité. Cette volonté de complémentarité est évoquée dans les missions de l'INHA. L'exhaustivité est retenue pour les domaines dits d'excellence. Elle est retenue aussi et souhaitée pour les ensembles intellectuels ou éditoriaux, stratégie de développement de corpus plutôt que d'achats ponctuels. En cela, donc, nous nous appliquons à compléter donc, de manière constante, de manière soutenue, les ensembles déjà constitués afin d'éviter d'y voir apparaître des lacunes. Cette exhaustivité s'applique aussi à des ressources qui sont collectées donc, de manière systématique, les catalogues raisonnés, les publications de grands musées, etc. La complémentarité, en revanche, joue sur certains domaines qui sont largement représentés dans d'autres établissements spécialisés dans ces domaines-ci. Et cette complémentarité a conduit à l'abandon de certains domaines qui auparavant constituaient des domaines d'excellence dans la bibliothèque d'art et d'archéologie. Les domaines en question sont l'ethnologie, puisqu'elle est couverte maintenant par la bibliothèque du musée du Quai Branly. L'INHA continue en revanche d'acheter tous les ouvrages concernant les arts premiers. L'Extrême-Orient, puisque l'art d'Extrême-Orient est abondamment représenté par le musée Guimet et Cernouchi. La numismatique, présente au département des monnaies et médailles de la BNF. Les arts du spectacle, présents au département des arts du spectacle BNF également. L'épigraphie et la paléographie, représentées à la bibliothèque de l'École des Chartes, ainsi qu'à la bibliothèque Gernet-Glotz, avec laquelle nous faisons catalogue commun. D'autres domaines ont été représentés davantage dans nos collections, ont été en revanche réduits et font l'objet d'acquisition maintenant d'un niveau que je dirais élémentaire. Ce seront donc les ouvrages de référence, les synthèses historiques, les catalogues des grandes expositions. On peut retenir donc, faisant l'objet d'acquisitions réduites, la préhistoire, puisqu'elle est présente à la bibliothèque du Muséum, l'égyptologie et papyrologie, présente à la bibliothèque du Collège de France, ainsi que dans les bibliothèques des départements spécialisés du Louvre, et le cinéma, que nous développons cependant, j'y reviendrai plus tard, mais qui est présent, lui, au département de l'audiovisuel et des arts du spectacle de la BNF, ainsi qu'à la bibliothèque François Truffaut et à la Cinémathèque française. Les critères qualitatifs. Donc, nous avons pour volonté, pour les domaines d'excellence, de présenter de manière diversifiée les formes de la création artistique, l'actualité de la recherche, les approches historiques et critiques successives, les études interdisciplinaires, la science des matériaux et la culture matérielle. Alors, par principe et pour des raisons d'économie, nous achetons en un seul exemplaire et en priorité dans les langues européennes qui sont les plus pratiquées de nos lecteurs. Pour les ouvrages, pour les langues plus rares, et nous essayons autant que possible d'acheter dans des éditions bilingues, bien souvent donc bilingues, langue en question et anglais. Nous laissons de côté en revanche les beaux livres,
sauf lorsqu'il documente des domaines qui sont peu couverts par ailleurs par l'édition courante. Nous laissons de côté les livres purement iconographiques, sauf en photographie. Nous laissons de côté les livres d'artistes, mais nous achetons en revanche donc, les ouvrages concernant les livres d'artistes. Nous laissons de côté la bande dessinée. Nous achetons en revanche les ouvrages relevant de la culture visuelle ou de l'histoire des cultures visuelles. Nous laissons de côté les ouvrages pratiques sur les techniques de création, les publications promotionnelles, ainsi que les ouvrages de moins de 50 pages pour des domaines déjà représentés et tirés à part, livres de poche, sauf s'ils constituent des publications originales. En ce qui concerne les collections, à proprement parler, et leur dynamique, le français et l'anglais arrivent en tête, on peut s'y attendre, avec donc 70% de l'ensemble des collections. Le français et l'anglais ont représenté aussi environ 40% des acquisitions de monographie, un peu plus, 42%, avec respectivement donc 1900 ouvrages acquis pour la langue française et 950 ouvrages pour l'anglais. Les acquéreurs sont répartis, les acquisitions se font par ISBN, si bien que les acquéreurs travaillent en fait, sont répartis par grands domaines linguistiques et domaines correspondant donc plus ou moins à des aires géographiques. Alors, pour le français, nous achetons de manière exhaustive les publications scientifiques, les catalogues de musées, les catalogues de vente. Nous essayons de collecter aussi autant que possible les catalogues de galeries. Nous essayons vraiment d'assurer donc pour le domaine francophone une couverture documentaire la plus exhaustive possible. Pour l'anglais, la production est vraiment très importante, production universitaire britannique et américaine surtout, si bien qu'elle suppose une sélection importante. Nous achetons donc auprès des grandes maisons, des grandes presses universitaires, ça peut être Yale, Oxford, Cambridge, des grands établissements muséaux, je pense au MoMA, je pense au Met, ainsi qu'auprès des grandes maisons d'édition anglo-saxonnes. Pour les acquisitions en anglais, la complémentarité est recherchée, notamment avec la BNF Tolbiac. La BNF Tolbiac achète de manière importante en anglais pour le Haut-Jardin et achète dans des acquisitions d'un niveau plutôt donc, grand public. De notre côté, donc, nous nous concentrons sur les publications qui témoignent de l'intérêt de l'histoire de l'art pour des cultures qui jusque-là étaient tenues pour minoritaires. Nous nous concentrons précisément donc, sur ces publications de type studies, dont les éditions anglo-saxonnes sont friandes. Donc, African Studies, Asian Studies, Transgender Studies, c'est un peu donc notre axe de développement concernant les publications en langue anglaise. Et on retrouve à travers ces orientations cette volonté donc de s'ouvrir davantage sur les arts, comme dire l'histoire de l'art extra-européenne, en prenant en compte donc des aires géographiques, géoculturelles, jusque-là laissées un peu de côté. L'allemand est acquis également à hauteur d'environ 10% des acquisitions. Ça représente 950 acquisitions par an. Bien que la langue allemande soit moins maîtrisée, la langue est toujours une langue de référence. Les instituts de recherche allemands n'ayant rien perdu de leur renom. On joue de la complémentarité également avec l'Institut culturel allemand qui est présent à Paris, avec sa bibliothèque, et qui elle est spécialisée, donc, propose une offre d'ouvrages universitaires en allemand sur l'art allemand. On profite aussi des acquisitions en allemand de la Bibliothèque de la Sorbonne, dans le domaine de l'archéologie notamment, et de la Fondation Custodia, qui s'attache aux arts graphiques et à la peinture pour les domaines allemands. Nous achetons également en italien, 900 acquisitions l'année dernière, et là nous essayons aussi de maintenir un niveau d'acquisition soutenu, compte tenu de la place de l'Italie dans l'histoire de l'art. L'espagnol est beaucoup moins représenté et cette part est en fait, reflète en quelque sorte la vigueur de l'édition espagnole qui a souffert de la crise récente. Pour l'espagnol, nous achetons donc ce qui concerne la péninsule ibérique et nous achetons aussi beaucoup ce qui concerne l'Amérique latine. Et donc pour l'Espagne, l'Amérique latine au Brésil, il s'est agi l'année dernière de 1050 acquisitions. Pour l'Amérique latine, ça fait partie des axes que nous avons développés à partir de 2016 et qui ont fait l'objet d'acquisitions soutenues.
il est à déplorer le différentiel entre les commandes passées et les ouvrages véritablement reçus, dans la mesure où il est difficile d'obtenir des ouvrages depuis l'Amérique latine. Les tirages sont faibles et les éditeurs parfois pas toujours très réactifs, et nous nous heurtons également à des difficultés d'acheminement. Donc la volonté est là. Nous mettons en pratique les axes d'orientation de l'INACHA, mais pour certaines aires géographiques, nous rencontrons des difficultés. C'est le cas notamment donc pour l'Amérique latine. Nous acquérons aussi pour donc les langues, pour les pays d'Europe centrale et orientale. Nous achetons en russe, en hongrois, en tchèque, en polonais. Ça représente environ 300 acquisitions l'année dernière. Nous achetons aussi pour l'Europe du Nord. Ces pays ont fait l'objet de nouveaux développements à partir des années 2000, environ 200 acquisitions, principalement des ouvrages en anglais. Et pour les langues non occidentales, nous essayons donc, pour les langues non occidentales, les ouvrages pour les langues qui utilisent des caractères latins sont acquis et traités. Pour les langues, pour l'ère d'Asie de l'Ouest et d'Extrême-Orient, nous achetons de manière rétrospective des ouvrages en anglais ou en langue occidentale principalement. Et on peut signaler l'apparition d'un domaine d'acquisition en chinois grâce au conseil d'un conseiller scientifique qui nous a permis donc de définir un champ d'acquisition qui prenne en compte aussi les champs d'acquisition de Guimet et de Cernucci. La typologie des fonds arrive très nettement en tête les monographies d'artistes et les catalogues de vente. Viennent ensuite les catalogues d'exposition à hauteur de 10%, typographie et voyage 8%, musée collection 5%. Parmi les techniques, on notera donc la présence particulièrement importante de la peinture, 22%, et de la photographie, 7%, qui arrivent en tête. En ce qui concerne les tendances dans les acquisitions, l'art du XXe siècle à nos jours représente maintenant 40% des acquisitions. Auparavant, donc, cette tendance était beaucoup moins représentée. Et sur ces 40%, 21% donc, concernent uniquement l'art contemporain. Il est à noter que dans les sujets d'intérêt de nos lecteurs, à l'étude des demandes de communication qui sont faites et des enquêtes auprès du public qui ont pu être faites, l'art contemporain présente certes des intérêts, mais arrive derrière les arts dits plus classiques, donc de l'Antiquité au XIXe siècle, qui continue de constituer le gros des demandes des lecteurs à l'INHA. L'architecture fait l'objet de 10% de nos acquisitions, contre 3,5% en 2006. Et donc, par rapport aux périodes, la période contemporaine est nettement prépondérante. On peut noter donc que la période antique représente encore 4% des acquisitions, le Moyen-Âge 4,5% et la période moderne 13%. En ce qui concerne les thématiques, sont représentées donc dans les collections de l'INHA la philosophie. Elle a fait partie d'acquisitions à partir des années 80 dans le cadre de l'interdisciplinarité que j'évoquais tout à l'heure. Sont représentées principalement les philosophies allemandes, anglo-saxonnes et françaises du XXe siècle qui ont été privilégiées. Les arts en lien avec d'autres sujets sont également présents dans leurs aspects sociétaux et politiques, art et mondialisation, art et totalitarisme. Sont représentées les questions transdisciplinaires touchant à l'histoire intellectuelle et de représentation, ce qui permet donc de donner à l'histoire de l'art un éclairage à partir de domaines qui sont peu représentés ou moins représentés à l'INHA, tels que la musique, la littérature. L'archéologie est largement représentée donc, en Île-de-France. On peut citer la bibliothèque de la Sorbonne, qui s'attache à l'archéologie, les bibliothèques des départements spécialisés du musée du Louvre, la maison René Ginouvès à Nanterre, et également Gerney-Glotz, encore une fois, notre voisine avec laquelle nous avons un catalogue commun. Nous achetons en archéologie des actes de colloques, des catalogues d'exposition, des rapports de fouilles et des monographies sur les sites archéologiques en recherchant une exhaustivité donc pour les sites français. Nous nous attachons aussi au bassin méditerranéen, au Proche et au Moyen-Orient et à l'Amérique latine. Pour les artistes, nous achetons donc les monographies d'artistes de manière aussi exhaustive que possible, en tâchant de représenter dans nos fonds toutes les aires géoculturelles. Nous achetons les catalogues d'exposition les concernant, les catalogues raisonnés.
Et entrent dans nos collections donc les artistes dès lors qu'ils sont publiés par des éditeurs reconnus ou publiés ou faisant l'objet d'exposition par des institutions muséales reconnues également. Nous nous attachons pour les artistes, pour les autres artistes, il peut toujours être fait référence à notre fonds de manifestation internationale qui évoque donc les expositions internationales avec les artistes y participant. Pour le domaine de l'architecture, du jardin et des paysages, c'est une collection extrêmement consultée. Nous essayons donc d'y représenter les aspects transversaux de la discipline, approche historique et sociétale, évolution des paysages et de leur perception, urbanisme dans ses impacts visuels, humanité environnementale. Sont exclus les publications professionnelles, les grands traités, les monographies sur les architectes, sauf si leur parcours artistique est abordé. Peinture et sculpture, nous visons à l'exhaustivité à travers les monographies d'artistes, les catalogues d'expositions et de musées, les monographies sur tous les aspects de ces arts, art et archéologie, iconographie et genre, culture matérielle, théorie et questions générales, techniques et matériaux, traités et enseignement, conservation et restauration, dessin, illustration et art graphique. Nous essayons d'être exhaustifs également, en dépit de l'existence du département des estampes et de la photographie. Art décoratif, abondamment représenté aussi dans nos collections. Nous nous attachons aussi aux ouvrages sur l'artisanat et les traditions populaires qui permettent de documenter des aires géographiques peu représentées par ailleurs. La photographie, en dépit de l'existence du département des estampes et de la photographie, fait l'objet aussi d'acquisitions soutenues à l'INHA. Le cinéma, présence en Île-de-France de bibliothèques s'intéressant au cinéma. Nous achetons en revanche les ouvrages de référence, synthèse historique, dictionnaire, encyclopédie. Nous excluons en revanche les monographies sur les cinéastes, les films, les biographies d'acteurs. Musée collection, nous achetons donc les catalogues et les publications sur les musées ayant la vocation de conserver des patrimoines artistiques et archéologiques. Sont exclus les musées d'histoire, d'ethnologie et des sciences naturelles. Pour les périodiques, 1100 titres actifs, l'archéologie arrivant en tête, suivi par l'architecture. La qualité de notre collection en archéologie nous vaut la participation donc, au plan de conservation partagée des périodiques Antiquité, piloté par la Sorbonne. Et donc, ce plan en 2021 sera élargi à l'archéologie et la bibliothèque du l'INHA y jouera un rôle central. Les catalogues de vente, partie importante de nos collections. Nous avons acquis 960 catalogues de vente, intégré 960 catalogues de vente en 2019, 740 ventes étrangères, 220 ventes françaises. Nous les recevons principalement par dons, notamment de l'hôtel Drouot, mais les collections s'enrichissent également par des abonnements auprès de maisons françaises, allemandes, italiennes et internationales telles que Sotheby's ou Christie's. Les ressources numériques, 4000 revues en ligne à travers les bouquets tels que Gestor, Kern ou Open Edition. Des bases de données spécialisées, nous sommes abonnés à 24 bases de données réparties dans les rubriques qui apparaissent ici, bibliographie, dictionnaire biographique, livre numérique, base de données iconographique, bibliothèque numérique, vente et provenance, corpus de texte. Nous achetons aussi des ouvrages électroniques, des livres électroniques, dès lors que la qualité de consultation est bonne, en ce qui concerne l'iconographie notamment. Nous achetons, dans le domaine de l'archéologie, nous achetons beaucoup auprès des presses anglo-saxonnes, nous achetons aussi dans le domaine italien. Les thèses sont aussi représentés donc, dans nos collections par le biais d'une base de données Dissertation and Thesis. Enfin, nous accroissons nos collections à travers les dons, les échanges et les transferts de collections, dons institutionnels ou dons de particuliers. Et nous essayons donc pour les dons, nous soumettons systématiquement les dons qui nous sont faits par les particuliers notamment à la soumission de l'élaboration de listes d'ouvrages proposés afin ensuite de pouvoir y assurer une sélection. Enfin, nos collections s'enrichissent par le biais de l'antiquariat qui profite notamment à nos collections de périodiques. Voilà, j'en ai fini, j'ai sans doute un peu débordé, je vous prie de m'en excuser. Et je répondrai à vos questions bien volontiers.
Merci Christophe pour ton intervention. Pour l'instant, pas encore de questions, mais ça va peut-être venir. Voilà, Jérôme, si tu voulais peut-être ajouter un mot. Non, merci Christophe qui a épuisé le sujet, semble-t-il, puisque là encore, il n'y a pas de questions. Alors, on a pas mal glissé en termes horaires. Peut-être qu'on peut quand même… quelle heure est-il? 15h40 ce qui n'est pas tout à un peu plus. Ouais. Je vous propose qu'on se donne 5 minutes de pause, permettre aux intervenants suivants au besoin de se préparer. Donc, on se retrouve en ligne dans 8 minutes à 15h50 avec l'intervention de Florence Leleu. À tout de suite.